Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. Avec mon podcast Connecting Leaders, je pars à la rencontre de leaders RH qui impactent le monde du travail à leur façon, grâce à leur audace ou par leur business. Bonjour, je suis Simonie Devec. Aujourd'hui, des RH externalistes des part-time, j'aide les dirigeants et RH à engager et fidéliser les équipes. Comment offrir la meilleure expérience collaborateur où chacun puisse s'épanouir et performer. Vous pouvez soutenir le podcast en mettant 5 étoiles et en laissant un commentaire sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les autres plateformes d'écoute. Belle écoute! Bonjour, je suis ravie de participer au Podcaston, le téléthon du podcast avec plus de 300 autres podcasteurs, en mettant en lumière une association de notre choix. Pour la deuxième année consécutive, je choisis encore de mettre en avant Passerelle Numérique, association que je soutiens, aussi en étant au board. J'ai la joie d'accueillir de nouveau Mathieu Chérubin, ami et surtout sportif au grand cœur, qui vient d'accomplir l'ascension du Kilimandjaro. Pour ajouter du sens à ce challenge sportif, Mathieu a souhaité lever des fonds au Passerelle Numérique. Nous avons réussi à lever 5 000 € et nous tenons à remercier chaleureusement tous nos soutiens et donateurs. Passerelle Numérique permet à des jeunes issus de milieux défavorisés d'accéder à une formation dans les métiers du numérique en Asie du Sud-Est et Madagascar. À l'issue de cette formation, ils trouvent un métier permettant à eux et à leur famille de sortir de la pauvreté. Un vrai cercle vertueux. Dans cet épisode, Mathieu revient sur cet exploit sportif, sa préparation, toutes ces émotions qu'il a ressenties le long de cette ascension, mais également le retour et la joie d'avoir accompli autant cette ascension que d'avoir levé plus de 5 000 € qui correspondent à l'altitude du Kilimandjaro. Merci Mathieu et belle écoute. Hello Mathieu, ravi de te recevoir de nouveau sur mon podcast. Bah écoute, on enregistre cet épisode dans le cadre du podcaston. Voilà, on est tous les deux, on soutient l'association Passerelle Numérique. Et d'ailleurs, tu as grimpé le Kilimandjaro récemment en janvier. Et je trouvais que c'était l'occasion que tu nous partages ce superbe exploit, je trouve. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai tenu à ce que tu sois mon invité de cet épisode spécial podcaston. Alors déjà, peut-être te présenter sous l'angle que tu souhaites. Ouais, bien sûr. Bah, en tout cas, merci de m'inviter de nouveau. Je suis vraiment super content et surtout pour parler voilà, de ce projet qu'on a pu mener ensemble, qui a été une super expérience et je pense une belle réussite, une belle aventure humaine. Donc, voilà, c'est très chouette d'en parler, à nouveau et du coup, pour me présenter, donc, voilà, je suis Mathieu, on se connaît de l'école, hein, de Neoma et pour le coup, je suis vraiment passionné, je dirais, de sport, de tech, et de recrutement. C'est un petit peu, les 3 sujets qui m'intéressent et actuellement, donc je suis, commercial, sur le secteur public, chez Hublot, qui est un acteur en fait qui s'occupe, vraiment de digitaliser les remplacements, donc de aider les hôpitaux à gérer les remplacements pour, vraiment assurer la continuité des soins et une meilleure qualité de vie au travail aussi pour les soignants. Donc on est vraiment sur ce créneau. Donc c'est vraiment une mission, dans laquelle je crois et voilà, je suis toujours dans le secteur du recrutement et de la tech. Et très sportif à côté, donc. Voilà, j'essaye. Enfin, tu cours pas mal, tu fais pas mal de rando. Oui, voilà, c'est vrai que, bah, le sport fait vraiment partie du quotidien et j'essaie de l'intégrer dans ma routine, que ce soit entre midi et 2 dès que je peux, en soirée et cetera. Malgré le travail, je pense que c'est vraiment important et c'est ça qui m'apporte l'équilibre et pour les randonnées, clairement dès que possible, hein, même si, c'est vrai que depuis Paris, c'est pas forcément idéal, mais il y a des belles randos à faire quand même en Île-de-France, il faut le dire. Et niveau randonnée, ben, voilà, j'en fais très régulièrement, dès que possible et récemment, bah, j'ai notamment fait le chemin de Stevenson l'été dernier, le GR20 il y a 3 ans de cela, puis quelques belles randonnées à La Réunion, aussi et voilà, le dernier projet, c'était effectivement le Kilimandjaro. Donc tu peux déjà nous dire où se trouve le Kilimandjaro? Ouais, bien sûr. Donc le Kilimandjaro, c'est un très beau volcan. C'est même, 3 sommets en fait, hein, qui sont dans ce parc et c'est à la frontière, c'est vraiment ça se situe en Tanzanie, à la frontière avec le Kenya et donc c'est un immense parc et qui comporte 3 volcans dont deux qui sont majeurs, hein, donc le Kilimandjaro qui est vraiment le Uro Peak qui est le plus grand sommet. Donc là, on est à 5 895 mètres. Et ceux qui arrivent font leurs photos, c'est ça? C'est Avec ça. les drapeaux, ouais. Exactement, avec les drapeaux et le panneau un peu bancal, mais c'est vraiment, voilà, c'est un panneau qui date, qui a du vécu, mais c'est ce qui fait aussi le charme, l'authenticité. Il y a un deuxième sommet qui est dans ce parc, qui s'appelle le Mawenzi, qui est très beau,
qui est à 5100 mètres quand même. Le sommet principal, lui, vraiment, c'est le plus haut sommet d'Afrique. Et donc, tu as voulu associer ce challenge à l'association Passerelle Numérique. Tu peux nous expliquer les raisons? Oui, quand je t'ai contacté l'été dernier par rapport à ce double challenge, j'avais vraiment, l'idée de, voilà, d'aller au-delà de l'aspect sportif et du challenge, hein, que représente l'ascension. Je souhaitais en fait pouvoir en faire une cause et collecter des fonds pour une association et donc on avait déjà pu collecter ensemble de l'argent pour Passerelle Numérique et c'est vrai que dans ce cadre, je m'étais dit: «Ben, voilà, on pourrait tout à fait reproduire, ça et de se dire c'est bien de donner du sens à cette ascension pour une cause dans laquelle on croit tous les 2 et donc voilà, l'éducation, je pense, c'est vraiment, primordial, le digital aussi et c'est vrai que tout l'objet de Passerelle Numérique, c'est ça, c'est vraiment C'est d'aider, d'accompagner, ouais, les jeunes, vers, l'employabilité via une formation, sur les métiers du numérique. Donc, en Asie du Sud-Est, Cambodge, Vietnam, Philippines et également à Madagascar. tout à fait. Et donc c'est vrai que voilà, l'idée c'était pas forcément de choisir, n'importe quelle association. C'est pour ça que c'était vraiment une évidence, pour moi et voilà, parce que c'est vrai qu'on avait pu, faire ça ensemble déjà et donc c'est pour ça que je t'ai proposé, que tu as tout de suite, voilà, saisi, l'opportunité et tu as toujours, tout de suite répondu, présente. Donc ça c'est top. Donc on s'était mis un objectif d'ailleurs de 5 000 € qu'on a collecté, évidemment, qui correspond donc au voilà, c'est le petite référence à l'altitude du Kilimandjaro. Ouais, on est à plus de 5 000, presque 6 000 en fait, hein, pour le Kilimanjaro, comme quoi on aurait pu aller chercher peut-être un petit peu plus d'argent pour l'association. Mais voilà, on est à 5 895 mètres comme on disait et donc c'était, symbolique de se mettre un challenge à voilà, aussi à 5 000 € et de se dire, bah, grâce à ça, en fait, on va pouvoir financer très concrètement, des actions de l'association, c'est-à-dire, financer les frais de scolarité, l'hébergement, l'alimentation, tous les frais, annexes et donc voilà, c'était ça vraiment l'objectif de l'associer à quelque chose de concret. Donc c'est comme ça qu'on est parti. Alors on va revenir sur ton ascension, du Kilimandjaro. Combien dure en tout, l'ascension? Le sommet en soi, on va dire, ça se fait en une nuit, mais bien sûr, il faut arriver au pied au fameux camp de base, le légendaire, camp de base, hein, qui parle à pas mal. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit les séries Netflix, par exemple, sur l'Everest et cetera, on a tous plus ou moins entendu parler du fameux camp de base qui est le dernier point, on va dire, avant d'atteindre le sommet. Pour le Kilimandjaro, il faut en moyenne, 6 à 7 jours pour faire l'ascension et redescendre. Donc on va dire 5 jours environ pour, aller jusqu'au sommet. Tu es parti avec un groupe, c'est une agence, c'est ça, qui t'accompagne là-dedans, quoi? Tu peux pas t'aventurer comme ça, Oui, c'est assez encadré. Déjà, bien sûr, pour des raisons de, voilà, la Tanzanie pour eux, c'est vraiment un vrai trésor, je dirais, le Kilimandjaro, puisque ça attire beaucoup de monde, hein, forcément, je crois qu'on est sur l'équivalent de 30 à 40 000 personnes chaque année quand même qui font l'ascension, donc c'est pas négligeable, pour le pays et pour protéger le parc, financer l'entretien et cetera, évidemment, ils demandent déjà un permis, donc il faut, voilà, acheter en fait ce droit d'entrée, dans le parc du Kilimandjaro. C'est reversé directement, aux gardes et à l'État et derrière, en fait, on est obligé de passer par un guide, effectivement, donc une agence avec des guides et il faut absolument avoir, au moins, un guide pour 2 randonneurs. combien de temps faut se préparer à l'avance, pour cette ascension, en fait? Physiquement et cetera, enfin, tu vois, il y avait quand même j'imagine une durée minimum, hein, peut-être, je sais pas, 3 mois ou? Ouais, c'est vrai que étant donné qu'on va marcher quand même pendant plusieurs heures par chaque jour et en plus dans des altitudes assez élevées, hein, puisqu'on commence, on est déjà à quasiment 2 700 mètres, le camp de base est à 4 700 mètres. Donc voilà, on va dire pendant les 5 jours, les 5 premiers jours, l'idée ça va être vraiment d'atteindre progressivement cette altitude et de s'acclimater. Donc c'est vraiment, important. Mais donc au final, il faut aussi avant tout avoir un fond quand même et une préparation, parce que même si on a la chance de pas porter tout le matériel, il y a des porteurs, qui sont dans le groupe aussi et qui sont là pour porter, le plus gros du matériel. Ouais, c'est une vraie expédition, hein. C'est très impressionnant parce que, pour te donner un ordre d'idée, on était 4 dans le groupe avec, donc 2 Anglais et un Russe et pour 4 randonneurs, en fait, on avait quand même, 18 personnes dans l'équipe. Donc c'est énorme parce qu'en fait, il y a tout le matériel, à savoir, les tentes, le matériel de cuisine, bah, la nourriture, hein, évidemment et cetera et tous les équipements pour, que ce soit, nettoyer, voilà, le nettoyage, l'eau et tout ça. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de logistique. En fait, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est là qu'on se rend compte, voilà, qu'aussi, dans sa préparation en soi, physique, je dirais qu'il faut, voilà, au moins, avoir l'habitude de marcher régulièrement. Ce n'est pas une ascension qui est technique dans le sens, tu vois, tu as pas besoin d'avoir, des crampons et cetera nécessairement. Ça, c'est pas obligatoire parce que c'est pas un sommet alpin. Faut
pas oublier que le Kilimandjaro, bah, comme on est vraiment près de l'équateur, on est vraiment sur, en termes d'enneigement et cetera, on n'est pas du tout dans les mêmes références qu'on peut avoir en Europe. Ça, c'est très différent. Donc c'est-à-dire tu auras pas une technicité très importante, c'est avant tout du dénivelé, mais pas de danger spécifique. Donc contrairement au Mont Blanc, il faut avoir peut-être, voilà, un équipement, une préparation un peu plus pointue ou d'autres sommets himalayens. On est vraiment sur une ascension et c'est pour ça, je pense que ça a du succès. C'est vraiment un sommet qui est relativement accessible à partir du moment où on a une bonne condition physique de base et qu'on supporte bien l'altitude, évidemment. Ouais, donc tu l'as fait en janvier, il faisait à peu près combien de degrés? Alors, en bas, hein, à Mochi notamment, qui est la ville, le point de chute vraiment au pied du volcan, il fait ouais, en janvier, il fait quand même 30-32 degrés à peu près, quasiment 80 d'humidité. Donc on est vraiment sur, voilà, un climat, tropical, on peut dire. Et c'est vrai que là où on perd un peu nos repères, c'est que même à c'était peut-être aussi c'est la saison quand même, plutôt une bonne saison pour y grimper. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de monde. Et c'est vrai qu'en fait, là où on perd ses repères, c'est que même à 3 000-4 000 mètres d'altitude, en fait, il fait pas très froid. On n'est pas vraiment on n'est même pas en dessous des 0 degrés, donc ça reste une température très correcte, là où, voilà, dans les Alpes, on peut déjà facilement atteindre -15, -20 degrés, à des altitudes moindres. Et donc ça aussi, c'est vrai que c'est assez, intéressant. Après, là où on a eu beaucoup de chance, on a eu des bonnes conditions, vraiment, bonnes conditions et ça fait la différence, ouais. Pas de pluie, et cetera, pas trop de vent et donc ça joue beaucoup. Quand il est presque arrivé, alors, quelqu'un m'a dit, ouais, limite, tu un peu, il se passe des trucs un peu, c'est tellement, tu tellement fatigué, c'est tellement difficile. Je sais pas, tu as un sentiment de perte de repères, tu enfin, il se passe des trucs bizarres, enfin, est-ce que tu as ressenti ça? Déjà, bah, comme je te disais, tu as vraiment, on va dire, 4 jours pour arriver vers le camp de base et le 5e jour, c'est vraiment je pourrais appeler ça le jour le plus long. On pourrait appeler ça vraiment le jour le plus long, dans le sens où tu pars, en fait, le matin pour atteindre le camp de base vers midi. Ensuite, tu as un temps de pause, tu as un temps pour aussi, voilà, de pouvoir dormir, t'alimenter et cetera. En soirée, ensuite, tu vas faire un repas assez léger et avoir un brief du guide. Pour ensuite repartir à 23 heures en fait, 23h30 pour atteindre le sommet à 6h30. Ouais, dans le noir donc? Potentiellement dans le noir, là, c'était la pleine lune, donc une vraie chance parce qu'on avait une belle luminosité et quasiment pas besoin d'allumer les lampes frontales, donc ça, c'est top, donc et surtout, bah, une vue magnifique parce qu'être, voilà, dans l'ascension, et dans cet environnement avec la pleine lune, ça fait une atmosphère, géniale. Ça, c'est vraiment très spécial et donc tu as vraiment cette, très longue nuit pour atteindre le sommet et comme tu dis, tu sens en fait au fur et à mesure de cette ascension finale quand tu pars à 23h30 comme ça, déjà tu es dans un état un petit peu de stress parce qu'on a beau, t'avoir donné du temps pour te reposer, tu peux pas vraiment, voilà, te reposer. Tu es voilà, tu es concentré sur, c'est ça, tu as ouais, tu as le stress, toute, l'adrénaline en fait avant l'ascension finale et de se dire, bah, voilà, ça fait 4 jours qu'on marche, on a tout mis en œuvre pour que ça fonctionne. Les équipes, le guide, les porteurs, ils sont top, ils sont aux petits soins pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc c'est vrai qu'on est là, on se dit: «Oh bon, il faut que ça fonctionne et on y va» et on fait en sorte de bien écouter. Donc l'ascension finale, elle se fait, bah, très, très doucement. C'est le célèbre, polé polé qui veut dire, doucement, 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 donc faut vraiment respecter un rythme très lent. C'est un vrai mur en fait, hein, la nuit de l'ascension puisque tu pars de 4 700 mètres pour atteindre 5 900 quasiment donc en 7 heures de temps. Donc c'est vraiment, très raide. Par contre ça monte assez régulièrement globalement, donc ça monte, assez régulièrement mais très fort tout de suite. Donc c'est ça et ça il faut vraiment gérer son effort. On fait des pauses toutes les 3/4 d'heure. Le guide nous dit de voilà, on boit un petit peu de thé, on essaie de manger au fur et à mesure et cetera, de prendre le temps. Il y a des gens qui dès les premières heures, en fait, ils vont parfois trop vite, c'est dur et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'être dans ces altitudes-là, même si, comme je t'ai dit, tu perds un peu tes repères parce qu'il fait pas forcément froid, pas plus froid que ça. Il y a pas de neige, hein, donc même à 4 700, ça, c'est assez perturbant et donc du coup, on a vraiment ce côté-là et donc là, tu as des personnes qui perdent, voilà, la lucidité, qui commencent à avoir des vertiges. Donc on voit des gens, qui sont sur le bord du chemin et qui commencent à se sentir pas très bien. Donc là, c'est important de travailler sur la respiration, de bien se réalimenter, s'hydrater, parce que l'altitude déshydrate énormément et ça, c'est vrai qu'on l'oublie parfois parce qu'on se dit que si on a froid, on n'a pas forcément soif et ça, c'est vraiment le piège évidemment. Donc c'est s'hydrater constamment. Donc le soir du sommet, dans ton sac, tu as vraiment beaucoup d'eau surtout, déjà et ça, c'est important et comme tu le dis, à partir d'une certaine altitude, il y a, voilà, certains et moi, j'ai ressenti aussi, hein, tu as une certain un manque de moi, je dirais un manque un peu de lucidité. C'est-à-dire que tu te demandes effectivement, où tu es. Tu sens que chaque pas un petit peu, pèse plus lourd. Ça, c'est vraiment, clair, c'est évident. Tu portes quelque chose dans ton sac à dos ou non, c'est que les porteurs qui ont tout? Là, tu marches vraiment sans rien ou? Non, tu portes des choses qu'il faut que tu aies au moins vraiment ton eau, de quoi manger et 1 ou 2 couches de vêtements supplémentaires pour vraiment réajuster. Mais c'est léger, on va dire, comparé au sac que tu portes les jours précédents, ça reste, très léger. C'est vraiment avoir le minimum pour l'ascension, c'est-à-dire,
de quoi manger un petit peu, bien boire, il faut au moins 3 litres, ça c'est important et après, voilà, des barres de céréales et cetera pour se rebooster, mais vraiment c'est assez light et par contre, oui, c'est avoir, éventuellement un petit, bonnet en plus, une écharpe, et cetera pour pouvoir, voilà, se couvrir, notamment pour le sommeil. Ouais. Tu as été malade ou pas? J'ai vraiment senti au sommet, ouais, le côté, un petit peu, voilà, perte de lucidité, perte d'énergie donc de toute façon, l'idée c'est pas de rester très longtemps donc tu as vraiment, tu es hyper content, voilà, quand tu vois enfin le sommet et là où c'était impressionnant, c'est qu'il y avait beaucoup de monde parce que c'était un soir de pleine lune et et c'est vrai que beaucoup de gens avaient programmé, en fait, d'arriver ce jour-là au sommet, ce qui était pas notre cas. Nous 4, on était vraiment, hyper, voilà, on n'avait pas réalisé, on n'avait pas calculé et surtout qu'on a choisi une voie, la voie nord qui était beaucoup moins empruntée. Donc dans la semaine, on a vu personne et puis tu arrives au sommet, tu as quasiment 300 personnes qui, voilà, des randonneurs du monde entier, du Canada, d'Allemagne, des Français et cetera qui sont là. Bon après c'est immense, hein, le sommet, c'est sur plusieurs kilomètres carrés, mais on va dire que donc il y a de la place pour tout le monde. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant et tu as vraiment ce voilà, tu réalises pas trop en fait. Ça aussi, c'est assez compliqué de réaliser que tu l'as fait parce que c'est vrai que tu viens de marcher pendant quasiment 7 heures, non-stop, et effectivement la journée a été longue donc tu as vraiment ce côté, voilà, tu perds un peu tes repères mais tu es à la fois hyper content donc tu as ce côté, waouh et en même temps tu dois rester maximum un quart d'heure, 20 minutes donc au bout de 20 minutes, voilà, le guide il dit: «Bon, prends les dernières photos et cetera et puis on redescend rapidement». Voilà. Est-ce que tu as connu des moments difficiles dans cette ascension? Ouais, je dirais que c'était vraiment la dernière heure, je pense, qui a été compliquée. La dernière heure qui paraît vraiment longue et c'est vrai que quand tu perds ta lucidité, tu te dis: «Bah, c'est bizarre parce que pourtant, tout a l'air de bien aller et j'ai moins d'énergie, je perds mes repères». Tu as l'impression parfois de perdre un peu l'équilibre. Donc c'est vraiment une sorte à moitié, à mi-chemin entre les vertiges et le manque de lucidité. Donc ça, c'est assez intéressant comme, c'est une sensation que voilà, qui est pas habituelle, et là, c'est là que tu vois l'altitude qui change la donne. Et en fait, tu te rends compte que ça peut arriver plus ou moins tôt et moi, on va dire que ça arriverait vraiment dans la dernière partie, la dernière heure, les derniers 100 mètres d'ascension. Certains, ça peut arriver plus tôt, donc c'est vrai que ça dépend un petit peu des cas et d'autres personnes ne ressentent rien et ça, ce qui est fou, c'est qu'il y a pas vraiment de préparation pour ça. Il y a pas de, voilà, on va dire que c'est pas parce que là, je me suis senti, moins bien que, peut-être sur une autre ascension, j'aurais les mêmes effets, clairement. Ensuite, c'est sûr que vivant en Europe et pas, et en ville, on va dire qu'on n'est clairement pas non plus, acclimaté de base. Donc heureusement, tu as les jours avant qui permettent de maximiser tes chances et ça, c'est super et les guides sont vraiment, bien pour ça parce qu'ils tous les jours, en fait, on fait des acclimatations toutes les après-midi. On va faire chercher des petits sommets un peu plus, en altitude, l'après-midi et donc ça te permet vraiment de préparer sur place. Mais beaucoup de gens, en fait, viennent du monde entier et bien sûr ne vivent pas en altitude, donc ils ont pas forcément cette habitude. Est-ce que tu as un contre-coup le lendemain? Ça peut arriver? Il se passe quoi le lendemain? Enfin, tu vois? Ce super, exploit, ce projet que tu prépares, auquel tu as réussi et ensuite, beh, le fait de redescendre et que je sais pas, tu as un contre-coup, il y a pas des sensations bizarres, non? Il y a pas de sensation bizarre, au contraire, je pense que tu as une euphorie, en fait, vraiment. C'est-à-dire que, bon, déjà, tu redescends, il est quasiment 9:30, 10 heures quand tu retournes au camp de base. Là, tu as juste le temps de manger à peine et ensuite tu remarches encore pendant 4 5 heures pour redescendre à un camp plus bas. Donc l'idée, c'est vraiment de redescendre rapidement à 3 700 mètres, donc vraiment encore plus bas et ensuite le dernier jour, tu termines, tu sors du parc pour rentrer et c'est vrai qu'en fait, tu as vraiment au contraire, je pense, bah, l'euphorie d'avoir, voilà, d'avoir réussi. Tu commences peut-être à mieux réaliser, ce que tu as accompli et non, au contraire, je trouve que tu as un coup de boost, un petit peu, voilà, c'est peut-être les endorphines ou je sais pas, mais il y a vraiment ce coup de boost que te donne, voilà, le fait de peut-être un petit peu, voilà, redescendre sur terre et réaliser ce que tu as fait et ça, c'est hyper agréable. Mais pas de non, pas de coup de barre, au contraire, tu te sens en pleine forme et tu te dis: «Ouais, en fait, c'est super parce qu'en plus on a réussi, tout le groupe a réussi», donc ça, c'est super aussi. Je pense qu'il y avait une très grande, bienveillance entre nous. Dans le groupe, on a beaucoup rigolé aussi et ça, c'est top C'est un et donc sacré souvenir en plus maintenant que enfin, vous l'avez fait ensemble, c'est ouais. comme ça te marque quoi, ouais, ouais. Ouais, voilà et donc on reste en contact et tout et donc c'était super sympa, quoi. C'était vraiment une belle aventure. En tout cas génial parce qu'on a réussi à lever, plus de 5 000 € donc voilà, je tenais encore à te remercier. C'était une super aventure vécue, différemment de mon côté, mais voilà, je tenais à te remercier et bravo encore Mathieu pour cet exploit. Merci et puis, surtout merci à toi parce que, voilà, c'est vrai qu'il faut aussi le dire, tu as donné beaucoup d'énergie pour aller chercher, les fonds, dans cette levée et ça c'est super cool parce que tu as mobilisé, tout ton réseau et voilà et tu as un réseau au top avec des personnes, qui nous ont, soutenus, qui nous ont envoyé beaucoup de messages et donc ça c'est vraiment génial. Beh, merci.
Mathieu. À bientôt. À très vite, Simonie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Connecting Leaders. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute ou en le partageant autour de vous, ou encore en laissant un commentaire sur Apple Podcasts. Merci et à très vite.